Bonsoir et bienvenue sur Face à la Nation. Nous recevons M. Ben Diop, spécialiste des finances, expert financier ou bien, je dirais, ingénieur financier, qui est, comme vous le savez, nous l'avons annoncé, candidat à la présidentielle de 2024. Cette émission se déroule avec quelques temps de retard, quelques minutes de retard, parce que nous avons eu quelques problèmes techniques ici, mais des problèmes qui vous ont permis quand même de suivre une conversation semi-privée entre Diop et moi sur justement la situation ici, quand je me disais que le seul vieux ici, c'est moi, que les autres c'était des jeunes. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Alors, Mohamed Ben Diop, merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir été patient, parce que la technologie nous a joué un tour, mais quand même, nous sommes là, nous allons y aller. Merci beaucoup. Ben, merci, M. Gueye, et merci pour cette invitation. C'est un honneur pour moi d'être ici, vraiment, et d'être en face du monde, je dirais. Pour une fois, nous sortons un petit peu du cadre du Sénégal. Absolument. Donc, vraiment, je fais un coucou à toute la diaspora sénégalaise aussi, pour leur dire, ben, écoutez, on est au Sénégal, il faut être patient si on veut quelque chose. Donc, je pense que j'en ai donné la preuve aujourd'hui. Très bien, absolument. Parce que vous avez attendu, Tout à fait. on est passé dans ces problèmes techniques et ça s'est bien passé finalement. Tout à fait, tout à fait. Alors, monsieur Diop, vous êtes le président du parti Passe-Passe. Tout à fait. Alors, Passe-Passe, pourquoi? Écoutez, Passe-Passe parce que la situation du pays demande à ce qu'on ait une conviction assez profonde pour pouvoir aujourd'hui faire face à ce que nous appelons le besoin des Sénégalais. Ça, c'est une chose. Passe-Passe parce qu'en fait, il faut aller chercher très loin chez les gens, chez les Sénégalais, vraiment pour essayer de faire sortir le meilleur d'eux-mêmes. Passe-Passe parce que nous voulons un Sénégal meilleur. Passe-Passe parce qu'aujourd'hui, les Sénégalais sont fatigués d'attendre. Passe-Passe parce qu'aujourd'hui, nous voulons le meilleur et nous voulons être au niveau des grandes puissances de ce monde. Raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'il n'y a rien de mieux que d'aller chercher au plus profond de nous-mêmes. Et c'est pour cela le mot Passe-Passe qui est pour la plupart du temps utilisé au Sénégal dans un cadre religieux, parce que nous avons cette profonde croyance uniquement dans la religion pour la plupart du temps. Et c'est ce que nous sommes allés chercher vraiment pour faire cette liaison entre la situation du pays et ce que nous voulons pour le Sénégal de demain. Donc, vous êtes parti sur une base solide de compréhension des réalités culturelles et politiques du Sénégal. Tout à fait. Et sociales aussi. Tout à fait. Socio-économique et politique, religieuse, vraiment du pays, pour pouvoir vraiment essayer de bâtir, si nous voulons, un Sénégal nouveau de travail et des valeurs. D'accord. Votre parti est, vous l'avez déjà dit, le parti de l'action. Tout à fait. Vous parlez moins, vous agissez beaucoup. Tout à fait. Alors, on ne vous a pas vu pendant les locales. Oui. Et vous avez dit dans une déclaration récente que vous étiez là et que vous marquez votre présence par une campagne pour les législatives et pour les présidentielles, je crois. C'est exactement ça, parce que j'ai utilisé la période des élections locales, pour faire ma première tournée nationale. Et partout où j'allais, les gens étaient surpris de m'entendre parler plutôt des législatives et éventuellement de la présidentielle. Pourquoi? Parce que c'était pour une manière de montrer aux Sénégalais que la rupture que nous voulons, c'est une rupture que nous assumons. Utiliser le plateau, disons, la période des locales, pour parler des législatives et éventuellement parler de la présidentielle, il fallait le faire. Nous avons osé le faire et les Sénégalais, à notre grande surprise, nous ont écoutés, nous ont compris et nous ont accompagnés, et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs d'avoir un engrenage sur le plan national. C'est ce que nous avons fait. Et vous êtes assez bien représenté dans le pays? Alors, aujourd'hui, on est dans les 46 départements du pays. Les 14 régions? Dans des 14 régions, donc forcément les 46, et dans la diaspora. Sachant que je travaille dans la diaspora, je n'aime pas cette terminologie issue de la diaspora. Nous ne sommes pas des Sénégalais issus de la diaspora, nous sommes des Sénégalais qui travaillons dans la diaspora. La diaspora étant considérée comme un département selon le nouveau découpage administratif. Donc c'est comme si M. Gueye, demain vous vous rendez à Matam pour aller travailler. Donc c'est la même chose pour nous. Donc la diaspora, c'est juste un lieu de prolongation du pays. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Une prolongation du pays, mais nous sommes des Sénégalais et fiers de l'être.
Et je rappelle là-dessus que nous avons eu l'exemple de la Coupe d'Afrique où les joueurs qui sont dans la diaspora ont représenté fièrement les couleurs du pays. Et on ne peut pas leur enlever aujourd'hui leur sénégalité. Donc c'est ça qui est le Sénégal. Et l'équipe nationale nous a donné un bel exemple de ce que doit être réellement le Sénégal d'aujourd'hui et le Sénégal de demain. Si on accepte les joueurs internationaux qui vivent dans la diaspora, si on accepte qu'ils viennent défendre des couleurs, il faut qu'on accepte aussi que les professionnels qui sont dans la diaspora puissent revenir. Ben aujourd'hui, en m'amusant d'ailleurs, c'est le parfait exemple que je donnais aux gens en leur disant aujourd'hui, Aliou Cissé, que je salue au passage et que je félicite encore une fois, n'ose jamais convoquer une équipe nationale sans ces professionnels, sans ces expatriés. Je pense que si jamais il s'amusait à le faire, les journalistes seraient les premiers à lui demander de quitter le côté d'entraîneur. Donc vraiment, il faut qu'on puisse dépasser ces clivages de la diaspora et autres et nous concentrer sur le besoin du Sénégal et sur les Sénégalais. Vous êtes de Dakar, de Gibraltar. C'est ça. Alors comment appréciez-vous les résultats des élections locales dans votre quartier, dans votre ville? Dans ma commune. Oui, dans la commune, parce qu'en fait, Gibraltar fait partie de la commune de la Médina. Mais avant, Gibraltar était rattaché au plateau. Alors, Gibraltar a toujours été rattaché à la Médina, parce qu'en fait, on parlait toujours de Gibraltar-Médina. Donc, c'est très proche du plateau, mais nous avons toujours appartenu à la Médina. C'est la grande Médina de Gibraltar. Donc, du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'appréciation que j'en fais, je suis mitigé à l'heure actuelle, parce que des jeunes se sont battus pour leur leader. Des jeunes se sont imposés. Ils ont fait des nuits blanches. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, ne serait-ce que pour défendre l'honneur de leur leader. En contrepartie, nous savons ce qui s'est passé. Je ne suis pas là pour interpréter le choix de M. Fall, pour ne pas le nommer, mais c'est une situation que je déplore. Et encore une fois, je les invite à beaucoup plus de raison et à beaucoup plus de considération vis-à-vis des électeurs et vis-à-vis des Sénégalais. C'est pour cela que les gens ne veulent plus entendre parler de la politique. Monsieur Gueye, aujourd'hui, la politique fait partie de ces actions, parce que c'est une action, fait partie de ces actions dont les Sénégalais ne veulent plus entendre parler. Pourtant, c'est une activité noble. C'est une activité noble. Au départ. Ah, mais jusqu'à présent, je dirais plutôt la politique qui est pratiquée au Sénégal. On l'a tellement diabolisé de telle sorte que plus personne ne veut plus entendre parler de cette politique. Absolument. Et il faudra, et ce n'est pas la politique qui va changer les choses, ce sont nous les acteurs qui devons changer, et c'est ce qui explique d'ailleurs ma présence sur la scène politique. Pour montrer aux Sénégalais qu'il y a d'autres gens qui ont des valeurs, qui croient à leur pays, qui croient à la parole donnée, qui croient à l'engagement citoyen et qui croient au devenir du pays sans pour autant se soucier des problématiques crypto-personnelles ou éventuellement des avantages crypto-personnels. Quand on s'engage en politique, c'est qu'on fait un don de soi vers sa nation, pour son peuple, pour sa population, et on doit respecter cet engagement. Alors, en tant que président d'un parti qui prône l'action, quelles sont les clés dont vous disposez pour justement activer vos forces et traduire vos idées en action pour le futur du Sénégal? Mais vous savez, la réponse est dans la question. Parce qu'aujourd'hui, en démarrant l'émotion, vous m'avez demandé pourquoi passe-passe. C'est parce qu'en fait, nous avons cette conviction profonde du Sénégal. Nous savons aujourd'hui quelle devrait être la place du Sénégal dans l'échiquier mondial. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, que nous déplorons. Nous sommes dans l'international, nous nous frottons avec les grandes puissances, nous savons comment les autres pays gèrent leurs ressources, comment les autres pays gèrent leur population, comment les problèmes socio-économiques sont pris en considération. Et lorsqu'on arrive chez nous, il y a un gap qu'on n'arrive toujours pas à expliquer. Et pourtant, le Sénégal regorge de ressources humaines de valeur, de qualité. Ce que j'ai l'habitude de dire, c'est des gens qu'on retrouve partout. Dans toutes les institutions du Bretton Woods, il y a toujours une colonie de Sénégalais qu'on peut retrouver et qui occupent des postes stratégiques.
Pourquoi ces gens ne viendraient-ils pas mettre leur connaissance à la disposition du peuple? Il paraît que les politiciens locaux leur font la guerre. Même si on d'après les informations. Vous savez, aujourd'hui, pour pouvoir réussir une chose, il faut accepter d'aller à la guerre. Une guerre idéologique, parce que c'est juste une guerre idéologique. C'est parce qu'aujourd'hui, la nature a horreur du vide et que ces gens-là, parce que nous sommes tous, vous et moi, complices de cette situation-là, parce qu'on n'a jamais voulu lever le petit doigt. Rester dans notre petit coin avec notre petit confort, ce n'est pas ça qui fera avancer le Sénégal de demain. Nous devons penser aux générations à venir. Raison pour laquelle j'ai pris cet engagement de venir rencontrer mes frères sénégalais, de rencontrer mes sœurs, mes pères, mes mères, vraiment toutes les générations confondues, pour essayer de construire avec eux le nouveau Sénégal dont nous rêvons tous. On l'a connu à un moment donné, mais avec la situation actuelle et avec ce que nous voyons, je pense qu'il y a vraiment... L'heure est grave et il va falloir qu'on essaie de relever le défi. En tant que candidat à la présidentielle, comment appréciez-vous le travail et les résultats obtenus par M. Macky Sall, actuel président du Sénégal? Vous savez, je dirais, si j'étais son professeur, je peux me permettre, je dirais pour mieux faire. Parce que les Sénégalais avaient beaucoup d'espoir en lui. Nous avions placé beaucoup d'espoir en M. Sall lorsqu'il est arrivé au pouvoir. On se réjouissait de dire que c'est le premier président qui est né après les indépendances. Donc, nous étions tous heureux du fait qu'on pensait qu'il serait quelqu'un qui serait en mesure de pouvoir porter le Sénégal, porter le Sénégalais. Porter le Sénégal, ce n'est pas la construction des infrastructures. Porter le Sénégalais, c'est d'abord satisfaire ses besoins primaires. Porter le Sénégal, c'est comprendre sa population. Porter le Sénégal, c'est porter les valeurs de cette population-là. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous avons. Nous avons pour habitude, dans notre mouvement politique, de ne pas faire dans la dénonciation, ni dans le dénigrement ou dans la calomnie. Nous avons pour objectif d'être tout le temps dans l'action. C'est pour cela que je me permets très rarement, parfois au feu des questions des journalistes, j'ai fait 2-3 analyses de la situation actuelle du pays, que nous connaissons nous tous. Vous sortez, le premier Sénégalais que vous rencontrez pour vous faire la situation socio-économique du pays. Nous n'avons pas besoin de ça. Ce que Passe-Passe propose, c'est plutôt une voie de sortie de cette situation. Et cette voie-là passera par la remobilisation de nos forces vives de la nation, vraiment pour essayer de trouver les solutions que nous trouverons ensemble. Et ça, j'invite les Sénégalais. Je ne suis pas un messie, je n'ai pas une boule de cristal où je vais trouver toutes les solutions à tous les problèmes. Mais ensemble, on peut y arriver. Et c'est là où se trouve la différence de ce que nous proposons par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. Nous posons nos actions sur deux qualificatifs, la reconstruction et la réconciliation des Sénégalais. La reconstruction parce que nous avons besoin, je ne crache pas sur ce qu'il a fait, ni sur ce que ses prédécesseurs ont fait, parce que ça nous a permis au moins d'arriver à un stade. Mais paradoxalement, avant que je ne vienne, vous savez que les statistiques du Sénégal sont sorties, que l'agence de la statistique a bien voulu sortir aujourd'hui. Qu'est-ce que ça prouve? 30% de la population du Sénégal se trouve dans 3% du territoire national. Ce qui fait 7200 habitants au mètre carré. Au kilomètre carré pour la région de Dakar. Vous sortez de Dakar, la deuxième ville fait moins de 500 habitants au kilomètre carré. Et pour ça, vous avez trois régions, Thiès, Diourbel et Kaolack, qui sont dans le lot. En dehors de ces 3 régions, les autres régions, ils ont moins de 50 habitants au kilomètre carré. Vous vous rendez compte de cette disparité insolente que nous avons. Comme si tout le Sénégal se limitait à Dakar. Et c'est ça que nous voulons changer et c'est ça que nous voulons améliorer pour les populations. Améliorer, oui, changer positivement. Tout à fait, voilà, exactement. Mohamed Diop, nous sommes en train de parler justement avec le chef de parti, celui qui est en train de stratégiser avec son parti, celui qui est en train de trouver les moyens techniques et les convictions qu'il faut à son équipe pour réussir le changement qu'il veut pour le Sénégal. Alors ma question qui va venir tout à l'heure, c'est vous êtes nouveau en politique. Tout à fait. Mais le leadership
ça ne s'apprend pas dans les sphères politiques. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez comme définition du leadership? Qu'est-ce qu'un leader? Écoutez, le leader, c'est celui qui sait porter son équipe. Le leader, c'est celui qui sait faire émerger les autres. Aujourd'hui, mon rôle, c'est de mettre en lumière les Sénégalais. C'est de mettre en lumière aujourd'hui l'équipe qui me porte. Aujourd'hui, le leadership que nous dégageons, c'est dans la stratégie même de Passe-Passe. Aujourd'hui, raison pour laquelle je ne fais pas trop les plateaux. Parce que je leur dis, je préfère que les gens s'habituent à l'idéologie de Passe-Passe, au message de Passe-Passe qu'à l'image de son leader. Parce que je voudrais que, au-delà de ma propre personne, que ce que nous proposons puisse continuer dans les années à venir. C'est pour cela que, à la différence des autres, nous n'avons pas un programme politique. Ne me parlez surtout pas de programme. Parlez-moi plutôt de projet de société. Aujourd'hui, ce que Passe-Passe pose sur la table, c'est un projet qui pourra servir le Sénégal dans les 50 ans à venir. Nous visons très loin. Le reste, le passé, ok, c'est derrière nous. L'essentiel, c'est vraiment de viser dans les 50 ans à venir ce que sera le Sénégal de demain. D'accord. Ce que sera le Sénégal de demain, ça nous fait balancer, justement, basculer carrément dans cette deuxième partie de cette interview qui va être axée sur les qualités d'un président de la République. Tout à fait. N'est-ce pas? Et nous savons que ce que c'est que ces charges, c'est des charges très lourdes. Hein? Et alors, si vous êtes élu président du Sénégal, quels sont les 3 premiers actes que vous allez mettre en œuvre? Alors, je suis ravi de répondre à cette question-là que ma foi, les gens me posent très souvent. Vous savez, il y a un défi majeur aujourd'hui. Et il ne faut pas se leurrer. Le Sénégalais a besoin de retrouver ses fondamentaux. On a besoin de faire un retour à nos valeurs. Et pour cela, la première action que je mènerai, ce sera au niveau de la satisfaction des besoins primaires des Sénégalais. Monsieur Gueye, je ne peux pas concevoir dans un pays où nous avons plus de 3 millions d'hectares de terres arides, nous perdons plus de 20 milliards de mètres cubes d'eau tous les ans. Notre besoin en énergie, le soleil nous en donne 15 millions de fois par an et que nous avons des problèmes pour pouvoir développer notre agriculture. Quand le président Senghor parlait de Waalo comme étant le grenier du Sénégal, je parle du président Senghor. Ça veut dire que donc c'est dans les années 70-80. Avant Abdou Diouf, avant Abdoulaye Wade et encore moins le président Macky Sall qui est là. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la première bataille du nouveau président que je serai en 2024, Inch'Allah, ce sera cette autosuffisance des Sénégalais et je mettrai les moyens qu'il faut pour pouvoir y arriver. On m'a parlé de 70 milliards qui ont été investis cette année dans l'agriculture. J'ai posé la question ironiquement au journaliste en lui disant est-ce qu'il parlait d'une région ou du Sénégal? Au moment où ma facture d'importation de riz uniquement tourne autour de 400 milliards, vous mettez 70 milliards dans l'agriculture pour penser relever ce secteur. Il ne faut pas qu'on se trompe, il faut qu'on arrête de tromper les Sénégalais. Donc moi, ce que je mettrai en avant, c'est d'abord, je veux que le Sénégalais soit debout. Et pour qu'il soit debout, il faut qu'il puisse manger à sa faim. Il faut que le problème de l'éducation soit réglé. Il faut qu'il puisse se soigner. Il faut qu'il puisse se déplacer et qu'il faut que les gens comprennent que Dakar n'est pas le Sénégal. Je suis le premier à annoncer, en tant que président de la République, la capitale économique du Sénégal sera transférée à Saint-Louis pour créer un corridor entre Saint-Louis et Dakar et développer tous ces axes. Je continuerai mon chemin en mettant un grand port à Kaolack et à Ziguinchor pour faciliter les voies de sortie, les voies d'accès à la population et éventuellement aux producteurs. Il ne faut plus que le terme des paysans soit utilisé au Sénégal. L'agriculture a évolué. Nous parlons de producteurs maintenant. Vous connaissez très bien aux États-Unis, les gens ne parlent plus de paysans. On parle de producteurs. Donc le Sénégal doit être à ce stade-là. Donc nous devons dépasser le cadre de cette agriculture saisonnière et être dans la production agricole. Et c'est à ça que j'invite les Sénégalais. On pourra revenir sur l'éducation, sur les autres valeurs, mais ce sont vraiment les premiers actes que je poserai pour permettre aux Sénégalais d'être debout et ensemble
faire face aux défis qui nous interpellent. Merci pour ça. Alors, on sait que la chose la plus facile dans un palais présidentiel, c'est d'attirer des conseillers intelligents. Tout à fait. Alors, est-ce que vous êtes en position de pouvoir juger vos conseillers et de savoir comment éviter tout ce qu'ils vous racontent? Est-ce que vous pouvez éviter justement que les gens vous utilisent en tant que conseiller à leur propre fin? Tout à fait. Alors la preuve, je le dis souvent à mes collaborateurs, parce qu'il faut savoir que chez nous, nous n'avons pas de militants, ni de sympathisants, ni de frères, ni de camarades de parti. Nous avons plutôt des collaborateurs. Donc on sera dans la collaboration. Et aujourd'hui, je pose déjà ces actes avec les gens avec lesquels je travaille. On est dans la collaboration. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, je ne veux pas être un président qui sera isolé de sa population. Je ne veux pas. Ce que je souhaite, c'est être le plus proche de cette population-là. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. En tant que leader, en tant que président du parti Passe-Passe, tous les militants, je dis bien, ils ont accès à moi. Les gens m'appellent à n'importe quelle heure. On me parle directement, il n'y a pas besoin de trop d'intermédiaires, même si le bureau politique s'arrache les cheveux tous les jours parce que mon téléphone ne cesse de sonner, mais c'est ma vocation. Parce que je suis là parce que c'est la population qui en a décidé ainsi et je dois être très proche de cette population. Okay. Alors, la prochaine question, que nous allons avancer vers carrément les pouvoirs de décision d'un président, surtout quand le président vient de la société civile, quand il est quelqu'un qui n'a pas une tradition politique, quelqu'un qui n'a pas grandi dans un parti politique, sous l'aile de professionnels de politique. Alors, la prochaine question, ce sera que, vous savez que très souvent, il est au président de la République, dans tous les pays du monde d'ailleurs, de se retrouver à prendre une décision tout seul. Tout à fait. Sans consensus. Tout à fait. Alors, comment vous sentirez-vous, justement, est-ce que vous vous sentez prêt à prendre la décision qu'il faut sans le consensus, quand il s'agit du pays? Je serai dans mon rôle. Et raison pour laquelle, aujourd'hui, le fait que je sois un candidat qui ne soit pas issu traditionnellement d'un parti politique fait qu'aujourd'hui, je serai dans mon rôle et je serai très conscient des décisions que je prendrai. J'en veux pour simple exemple. Aujourd'hui, les gens souvent me demandent si je suis, de quel bord je suis, socialiste, démocrate, libéral et autres. Je leur ai dit et je le répète à la face du monde, je serai ce que le Sénégal sera le moment venu. C'est-à-dire, s'il faut être un socialiste, je serai le plus socialiste des présidents. S'il faut être un démocrate, je serai le plus démocrate des présidents. S'il faut être un président dictateur, même si les gens n'aiment pas trop ce terme, je serai un président dictateur. La preuve, à chaque fois que je rencontre la jeunesse, la phrase que je leur tiens le plus souvent, c'est toujours ce langage de vérité. Je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens des poils, parce que vous avez un défi, nous avons un défi à relever ensemble. Et par rapport à cela, nous devons nous dire la vérité et nous devons nous dire les choses en face. Alors, prendre la décision, quand vous serez appelé à prendre une décision tout seul, oui. Est-ce que vous avez les outils qu'il faut pour ça? C'est-à-dire intérieurement. Est-ce que vous ne risquez pas d'être intimidé par des gens qui ont contribué à votre campagne, qui vous ont supporté, qui ont battu campagne pour vous? Est-ce que vous êtes prêt à faire fi de tout ça et à prendre une décision pour le Sénégal? Mais écoutez, aujourd'hui, lorsque je serai élu président de la République, je serai le président de tous les Sénégalais. Ces gens qui m'ont porté, comme vous le dites, ils m'ont porté parce que c'était mes plus proches collaborateurs et ils le resteront. Et je pense qu'ils seront les premiers à comprendre la décision que je dois prendre dans l'intérêt du peuple. Et je leur dis souvent, et même jusqu'à présent, lorsque nous parlons et que nous prenons des décisions, je leur dis, mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui prend une décision qui aura un impact national. Ne prenez pas les choses à la légère et ne me conseillez pas de manière avec beaucoup de légèreté. Dites-vous qu'actuellement, nous sommes en prélude de la mise en place de notre gouvernement et que les décisions que nous prenons doivent être des décisions réfléchies, mûrement réfléchies et sur lesquelles tous les Sénégalais pourront se retrouver, ou bien la plupart des Sénégalais pourront se retrouver. Donc je n'ai pas de problème par rapport à la prise de décision. D'accord. Et parlez un peu de votre équipe.
Oui. Votre équipe, elle est comment? Elle est composée comment est-ce qu'elle est composée, votre équipe? Mais écoutez, de toutes les générations. C'est pour ça que tout à l'heure, je me réjouissais de cette petite blague que vous avez lancée à vos équipes en leur disant que vous êtes le seul vieux de la place. Je dis souvent, et je le défends, penser que le Sénégal peut se développer uniquement avec sa jeunesse, c'est se leurrer. C'est une leurre. Il ne faut pas qu'on se trompe. Le Sénégal a besoin de toutes ses forces. Aujourd'hui, M. Gueye, les gens de votre génération ont accumulé un certain nombre d'expériences qui est utile à la jeunesse d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si les jeunes vous suivent, c'est parce qu'ils pensent pouvoir bénéficier de cette expérience-là. Donc moi, je ne vous mettrai pas à la retraite. Et ça fait partie de notre programme. La retraite, ce sera une option pour les Sénégalais. Parce que j'ai besoin de cette expérience-là qui permettra à la jeunesse de pouvoir, à l'entame, démarrer sur... Ça, c'est une nouveauté. Tout à fait. C'est la rupture. Américaine. Écoutez, je dirais plutôt sénégalaise parce que je préfère m'identifier au Sénégal avec la preuve. Vous voyez, je suis arrivé vraiment... Mais les idées sont universelles. Tout à fait, exactement. Et ça ne coûte rien de nommer l'origine. Je vous le concède. Alors, les membres de votre équipe, donc c'est des gens qui sont dans la diaspora, qui sont ici au Sénégal, de jeunes, de femmes, de vieux, d'étudiants. Vous avez toutes les couches de la population qui sont représentées et qui aujourd'hui nous accompagnent. Mais il y a plus de femmes que d'hommes quand même. Alors, une fois président du Sénégal, si vos proches font des fautes graves, qu'est-ce que vous allez faire? Je sanctionnerai. Je suis le président de tous les Sénégalais. Je ne suis pas le président de ma famille ou le président de ma génération ou le président d'une infime partie de la population. Je me refuse d'avoir cette étiquette du président de tel ou de tel ou de tel. Je défends les Sénégalais, je défends tous les Sénégalais. Une anecdote. J'étais en Suède, j'ai été reçu par le cabinet du Premier ministre. Ils ont été surpris de voir dans ma première demande à ce que la condition de tous les Africains, et en particulier des Sénégalais, soit bien prise en compte. Ils ont été surpris. Ils m'ont dit, mais pourquoi cette demande? Je leur ai dit, parce que moi, président en 2024, Inch'Allah, le passeport sénégalais sera considéré. Ça? Considéré. Respecté. Respecté. Ils m'ont regardé. J'ai dit oui, tout à fait, parce que tous les Sénégalais, quel que soit le pays où ils seront, qu'il y ait une relation diplomatique ou pas, sauront que le pays est derrière eux. Et là-dessus, peut-être qu'on n'aura pas l'occasion de parler un petit peu du programme sur la diaspora. On aura d'autres occasions. Et je reviendrai sur le programme que nous proposons pour les Sénégalais de la diaspora. Le Sénégalais qui sort d'ici pourra toujours compter sur sa représentation diplomatique pour être assisté, quelle que soit sa situation, qu'il soit en situation régulière ou même qu'il soit un clandestin. Quelles que soient les raisons qui expliquent sa présence dans un territoire, avec son passeport, il sera considéré. Donc les ambassades vont être activées, révigorées. Les services commerciaux vont se développer dans les pays de représentation pour décrocher des financements et des coopérations. Avec un service juridique digne de son nom pour assister tous les Sénégalais, quelle que soit la situation. Voilà. Alors, nous sommes dans un pays particulier, Sénégal, avec... on n'a pas, heureusement, de problème ethnique, mais nous avons quand même... beaucoup de différences, n'est-ce pas, qui sont noyées dans une espèce d'unité que nous avons, mais cette unité qui est à risque depuis quelques années quand même, parce que des gens se mettent à parler dans les réseaux sociaux et à dire du mal de certaines communautés, etc. Alors, ça, c'est une tâche difficile pour un président. Tout à fait. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, pour que le Sénégal se développe en tant que nation? Tout à fait. Et plus en tant que pays, mais en tant que nation. Exactement. Qu'est-ce que vous allez faire? Cette nuance, elle est assez importante. Se développer en tant que nation et non pas en tant que pays. Je vous dirais, M. Gueye, que la force du Sénégal a toujours été dans cette diversité que nous avions et que nous avons toujours. Et c'est cette diversité qui, une fois réunie, en fait, nous sommes beaucoup plus forts
dans cette diversité qui crée notre union. Et c'est ça que je tenterai de sauvegarder, de développer. Et c'est ce qui explique d'ailleurs la tournée que j'ai eu à faire au niveau de toutes les couches religieuses du Sénégal. Aller les rencontrer, discuter avec eux sans faire de distinction de religion ou éventuellement d'ethnie ou de race ou autre chose. Parler avec ces gens-là. Leur faire comprendre que le Sénégal, c'est notre Sénégal et qu'ils ont leur rôle à jouer et que nous devons aussi respecter ce choix-là. Donc, mission difficile. Oui. Alors, est-ce que vous êtes... qu'est-ce qui risque d'être un échec pour vous quand vous serez face à certains problèmes récurrents qui reviennent toujours au Sénégal? Qu'est-ce qui peut signifier un échec pour vous? Qu'est-ce qui risque d'être un échec pour vous? Alors, vous savez, la notion d'échec en tant que leader, chez moi, on gagne ou on gagne. C'est mon principe. On gagne ou on gagne? On gagne ou on gagne. Quelle que soit la situation, on gagne. Soit en expérience, soit dans l'idéologie. Donc, l'échec ne fait pas partie de mon vocabulaire. J'ai un lexique que je respecte et que je proposerai aux Sénégalais. Dans toute situation, on gagne ou on gagne et on tire les leçons pour pouvoir rebondir. C'est pour cela que tout à l'heure, je vous disais, je n'aime pas trop parler du passé. Mon objectif, c'est de me focaliser vers l'avenir et avec les Sénégalais pour pouvoir reconstruire ces pays. Alors, comment est-ce que vous choisirez vos hommes de confiance? Mais écoutez, le Sénégalais, vous savez, il n'y a pas plus confiant que le Sénégalais. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, mes hommes de confiance, je dirais, pour la première fois, on va privilégier la méritocratie au Sénégal au détriment des relations. Parce que pour en avoir souffert, et je sais que beaucoup de gens en souffrent, je ne vous dis pas le nombre de demandes que je reçois par rapport à cela. Il faut que les Sénégalais puissent accéder aux postes, aux responsabilités de par la méritocratie. Et cette méritocratie va démarrer depuis l'école. Vous vous souvenez, il y a des années, le Sénégal est regorgé d'écoles d'excellence. Nous n'en avons plus. Donc il faut qu'on puisse reformer nos élites, reformer nos élèves. Moi, je me souviens, à l'école primaire, on recevait même des prix et nous avions un tableau d'honneur. Bien sûr. Et on avait cette fierté de sortir à la récréation et de voir son nom sur le tableau d'honneur pour nous permettre de faire le gros dos dans la cour de récréation. Ce sont ces choses-là qu'il faudra faire revenir. Un système éducatif solide. Donc, un système éducatif très solide. J'irai plus loin. Dans ce système éducatif, je vais réinstaurer le service militaire obligatoire pour tous les Sénégalais. Donc, ça me permet de faire, j'ai fait une digression, mais vraiment c'est pour vous dire que l'essentiel, la quintessence, ce sera dans l'éducation. Absolument. Pour la jeunesse. Il faut que cette jeunesse soit bien éduquée, soit bien formée, et c'est ça qui nous permettra demain d'avoir des hommes de valeur. Et dans cette éducation-là, il y a les Dara qui occupent une place importante dans le programme que nous mettons en place. Monsieur Gueye, aujourd'hui, dans tous les pays du monde, ils ont des écoles d'excellence, ils ont des profils d'excellence. Au Sénégal, nous avons la chance d'avoir des jeunes de 8 ans, 10 ans qui maîtrisent le Coran. On ne s'est jamais posé la question quel pouvait être le QI de cet enfant-là. Est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel, le quotient intellectuel de cet enfant-là? J'en ai discuté avec des amis européens. Nous avons fait une expérience. Ils ont comparé en termes de volumétrie le Coran avec un bouquin qu'ils ont chez eux, un livre. Ils m'ont sorti le Petit Robert. Je leur ai dit, est-ce que vous connaissez quelqu'un chez vous qui a 10 ans au plus et qui connaît par cœur le Petit Robert? Ils m'ont dit, écoutez, il ne faut même pas rêver. Il peut être très fort, mais il ne peut pas réciter tout le Petit Robert. J'ai dit, je prends un mot au hasard, est-ce qu'il pourra me le retrouver? Combien de fois c'est revenu dans le Petit Robert? Juste un exemple. Je vais être un peu long là-dessus, mais vraiment, c'est parce que j'y tiens. C'est très important. C'est montrer la valeur des ressources humaines que nous avons et que nous avons dans les Dara et que nous avons toujours négligé depuis un certain nombre d'années. Ils peuvent prendre l'exemple, ils peuvent le dupliquer, ce sera pour le bénéfice des Sénégalais. Ils m'ont dit, écoutez, vous voulez nous faire comprendre qu'il y a des gens qui
qui savent réciter ce Coran-là en termes de volumétrie et ils ont moins de 10 ans. Je le dis, ils peuvent même aller plus loin. Vous leur sortez un mot, une phrase. Ils peuvent, à partir de cette phrase, vous terminer tout le livre. Ou vous dire combien de fois ce mot est revenu dans le Coran. Et donc, l'idée vraiment, c'était pour leur montrer ce que les enfants pouvaient faire et qu'ils pouvaient l'écrire sans pour autant le regarder. Donc, ce que je dis là pour les Sénégalais, c'est notre quotidien, on le sait, voilà. Donc, on est tellement habitué à ça que ça ne nous choque plus. Ils m'ont dit, écoutez, donc c'est un enfant qui a un QI exceptionnel. Ça aurait été ici en Europe. Ils sont nombreux. Ah, ils sont nombreux. Vous allez arriver à cette conclusion. Ils m'ont dit, écoutez, il a un QI exceptionnel. Ça aurait été en Europe. Il serait mis dans une école spécialisée, avec un programme spécialisé pour le suivre. Aujourd'hui, dites-vous bien, dans le programme de Passe-Passe, à 20 ans, les enfants qui sortiront de ces daras, à 20 ans, ils vont faire leur doctorat à la place du baccalauréat. Parce que c'est ça que j'ai proposé comme système alternatif. On le voit dans les sociétés occidentales. Des gosses de 3 ans qui jouent au piano, comme ceux qui le notent. Exactement. Et ça demande beaucoup d'efforts. Ici, c'est dans la précarité. Ici, c'est l'école coranique, c'est difficile, mais on y arrive. Mais on y arrive. Donc, vous voulez donc faire revivre, n'est-ce pas, l'esprit intellectuel du Sénégal. Tout à fait. Qui est une arme pour moi face à toutes les nations. Mais exactement. Parce qu'en fait, c'est une arme, surtout quand je passe par... quand je parle des daras, pour ne pas faire d'amalgame, c'est ouvert à toutes les religions. Oui, bien sûr. Avant qu'on m'attaque en disant que c'est uniquement pour la religion musulmane. C'est parce que nous sommes les plus nombreux que c'est beaucoup plus visible chez nous. Mais dans le christianisme, ils ont le catéchisme, ils ont un enseignement religieux qui est adapté par rapport à cela. Et donc, ce sera le même système. Donc, il y aura absolument personne qui sera marginalisé par rapport à cela. Absolument. Mais l'idée, c'est vraiment d'utiliser l'éducation comme tremplin pour pouvoir asseoir les bonnes bases d'éducation à la jeunesse et les préparer pour un avenir. Et ce sont ces gens-là, avec beaucoup de vertus, qui pourront diriger le Sénégal de demain. Alors, le Sénégal de demain sera dirigé par justement cette génération qui va se former à partir de maintenant. Tout à fait. Et le Sénégal a des voisins. Tout à fait. Des voisins pas toujours faciles à vivre, comme on dit. Tout à fait. Bon, c'est normal, c'est dans le jeu des choses, des nations. Tout à fait. Nous avons des intérêts. Alors, si un président doit être un excellent négociateur. Tout à fait. Nous avons la Guinée-Bissau, nous avons le Cap-Vert, nous avons le Mali, la Mauritanie, la Gambie. Et les gens viennent, sortent, entrent, etc. Tout à fait. Et les choses se mélangent, les idées se développent. Et les problèmes arrivent. Alors, quel est votre... Comment comptez-vous, justement, utiliser quelle technique de négociation, qu'est-ce que vous avez en vous qui va nous montrer que vous allez être le président qui saura négocier avec les voisins comme il faut. Vous savez, ça me fait rigoler. Moi, je suis quelqu'un qui est très smart face, comme on dit. Oui, donc, du coup, négocier avec ces gens-là, il n'y aura pas trop de difficultés dans la mesure où c'est un même peuple. Aujourd'hui, vous allez dans le Nord. Les Sénégalais qui vivent dans le Nord, j'en ai reçu une communauté pas plus tard qu'hier, ils me disent, écoutez, vous savez, Monsieur le Président, nous avons une partie, un frère qui est ici, une sœur qui vit de l'autre côté de la rive. Donc ça veut dire que c'est un même peuple. Donc, dès lors que nous avons un même peuple, il faudra juste considérer l'autre comme soi-même. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut que le Sénégalais et que le dirigeant que je suis puisse jouer sur l'humanisme. Mais la démocratie que vous avez développée tout à fait. Dans ce pays va aller à une vitesse aussi tellement rapide qu'elle va gêner peut-être les voisins. Parce que les gens entrent, ils apprennent des choses, ils retournent dans leur pays, ils vont les appliquer. Tout à fait. Alors c'est ça le problème un peu de notre pays. Mais le Sénégal a toujours été une tête de pont, une tête de pont par rapport au développement de l'Afrique. Hier, on se réjouissait du fait qu'on était l'une des premières démocraties africaines. Maintenant, je pense que la seule chose qu'on peut se targuer, c'est de n'avoir jamais connu de coup d'État, et Dieu nous en préserve.
Mais vous savez, c'est toujours intéressant et toujours excellent d'influencer dans le bon sens. Aujourd'hui, le rôle que je veux jouer dans le Sénégal, le rôle que je veux jouer dans l'Afrique, ce ne sera pas limité uniquement au pays. Je veux aujourd'hui avoir un impact sur le plan africain. Je veux avoir un impact international. Et c'est comme ça qu'on pourra éventuellement apprécier mon leadership. Savoir uniquement que ce que je peux faire se limitera uniquement au Sénégal. Aujourd'hui, vous avez des cousins peut-être qui sont maliens, qui sont gambiens. Aujourd'hui, je suis plus que meurtri que quiconque de la situation du Mali, parce que c'est un pays que je connais, j'ai des amis maliens, j'ai des frères maliens, et je souffre de cette situation, et je les salue au passage. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous devons savoir nous protéger entre nous. Et quand je dis entre nous, c'est d'abord entre Africains. Ce qui fait aujourd'hui la force des Amériques, de l'Amérique que vous connaissez très bien, c'est cette union qu'ils ont su créer au niveau d'une cinquantaine d'États. Qu'est-ce qui nous empêcherait de faire la même chose? Absolument rien. Aujourd'hui, on a divisé l'Afrique pour pouvoir mieux nous gérer. Et il est temps que les Africains puissent s'assumer et se prendre en charge. Et aujourd'hui, c'est ça que je vais incarner et c'est ça que j'incarnerai avec mes pairs africains pour pouvoir changer le visage de l'Afrique aussi. Deux questions avec des si. Oui. Si vous étiez aujourd'hui à la tête du Sénégal, oui. Quelle serait votre position par rapport à la CEDEAO et au Mali? Alors, si j'étais président de la République du Sénégal à l'heure actuelle, il n'y aurait jamais eu d'embargo avec le Mali. J'aurais mis mon droit de veto. Pour la bonne et simple raison que c'est un pays ami et frère. Pour la bonne et simple raison. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, ce qui se passe en Europe, l'Ukraine n'est pas membre de l'Union européenne. Il a déposé sa candidature. Tous les pays européens sont derrière l'Ukraine pour pouvoir le préserver, les soutenir, les accompagner, alors qu'il n'est pas encore membre. A fortiori pour un pays ami et frère, qui est membre de la CEDEAO. Donc, on aurait pu tout faire, toutes les sanctions s'ils veulent, sans jamais mettre en péril la vie de la population, des populations. Jamais. C'est une situation que je déplore et je continuerai à déplorer. Moi, président de la République, le Mali ne serait pas dans la situation actuelle. Okay. Deuxième question avec un si. Oui. Si vous étiez président du Sénégal aujourd'hui, quelle serait votre position par rapport à la Russie, à la guerre en Ukraine? Alors, je serais plutôt, vous savez, dans toute chose, comme on dit, dans toute chose malheureusement. Aujourd'hui, je me positionnerai plutôt en apporteur d'affaires. Parce que l'Europe aura faim et j'aurai développé mon agriculture. Mais vous serez neutre? Je serai neutre par rapport à cette guerre, mais je serai plutôt fournisseur d'affaires. Voilà, un businessman, fournisseur de denrées alimentaires. Comme le font les autres. Ben exactement, je serai fournisseur de denrées alimentaires vraiment pour pouvoir m'ouvrir d'autres marchés, tout en préservant l'économie de mon pays. Et vous savez que diriger un pays, c'est déclencher aussi des adversités. Tout à fait. Même si vous êtes élu, il y a toujours des gens qui vont dire... Ouais, en interne ou en externe? À l'intérieur du pays. Bon, je n'aurai pas d'adversaire à l'intérieur du pays. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas d'adversaire politique. Vos adversaires politiques, je veux dire. J'en ai pas. D'accord, non. Qui vont vont se positionner en adversaire. Tout à fait. Eux, ils vont le faire, voilà. Mais moi, j'en ai pas. Alors, mais un adversaire va toujours apporter quelque chose en face de vous. Tout à fait. Comment réagirez-vous devant l'adversité? C'est ce que je vous dis. Devant l'adversité. Vous savez, je n'ai pas d'adversaire politique aujourd'hui. Même le président Macky Sall n'est pas mon adversaire politique. Bien sûr. J'ai un rendez-vous avec le peuple sénégalais et je l'assume. Je n'ai pas d'adversaire. Passe-Passe n'a pas une idéologie partisane. Passe-Passe, c'est pour toute la nation sénégalaise. C'est pour tous les Sénégalais. Nous voulons prendre ce qu'il y a de plus profond chez les Sénégalais. J'ai compris. Tout à fait. J'ai compris. Mais vous êtes un parti ou un mouvement? Nous sommes un parti politique. Vous êtes un parti politique avec un récépissé. Tout à fait. Alors, automatiquement, il y a des gens qui vont penser différemment. Et des gens qui vont peut-être un jour sortir quelque chose. Alors, je veux juste connaître vos techniques et vos qualités face à l'adversaire. Mais c'est ce que je vous dis. Non, mais il y aura des adversaires qui vont... Certainement, eux, ils me considéreront comme étant... Voilà ce que je veux dire. Et c'est le cas aujourd'hui. Mais vous savez... je me nourris d'une des pensées d'un chef religieux qui me disait si en voulant courir, si vous passez votre temps à vous retourner, vous n'irez jamais trop vite. Et comme je vous dis, je ne veux pas rater ce rendez-vous de 2024 avec le peuple sénégalais. Donc, je n'ai pas le temps de regarder derrière moi. Et ces gens qui se considèrent comme étant mes adversaires politiques, je les invite plutôt à nous rejoindre, à travailler pour le développement du Sénégal.
parce que nous avons toutes les ressources qu'il faut pour pouvoir aujourd'hui faire émerger ce pays. Nous avons tout ce qu'il faut pour dépasser ces... C'est très beau. Tout à fait. Mais vous avez des professionnels politiques. Tout à fait. Mais le Sénégal est un pays quand même où on remarque toujours un absentéisme terrible dans le travail, chez les fonctionnaires, chez les agents de l'État, etc. Et les populations se plaignent toujours parce que de la lenteur, n'est-ce pas, du traitement des dossiers. Tout à fait. Alors, que ferez-vous contre ça? C'est un mal, vraiment. C'est un mal sérieux qui tient aujourd'hui. Que nous déplorons. Oui, debout devant le Sénégal. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens ou les responsables qui ont eu à avoir des rendez-vous avec moi, je pense qu'ils en ont fait l'expérience. Je suis quelqu'un qui est très à cheval sur la ponctualité. Je pense qu'il faut juste apprendre aux Sénégalais. On a besoin de les rééduquer par rapport à cela. Par rapport à l'importance par rapport à l'importance de la parole donnée, par rapport à l'importance de l'engagement. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas concevoir que pour une petite démarche, que cela puisse vous tenir, que cela puisse vous prendre des jours, voire des semaines, ne serait-ce que pour régler un petit document. C'est des choses auxquelles il faudra remédier. Et ça passera éventuellement par une meilleure prise en considération des Sénégalais. Mais de l'autre côté, je les comprends aussi. Parce que lorsque vous vous levez de chez vous, vous sortez, vous n'avez pas de quoi donner à manger à votre famille, je pense que la tête n'est pas au travail ou à autre chose. Vous allez plutôt penser régler un petit problème qui vous permettra de pouvoir dépanner la famille que d'aller au travail. Je le comprends. Les Sénégalais sont dans des situations difficiles. Il faut comprendre aussi, même si ceux qui travaillent tirent le diable par la queue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la première chose qu'il faudra faire aussi, c'est de relever le niveau de rémunération des Sénégalais. On aura l'occasion de revenir là-dessus sur la partie économique, mais vous saurez qu'il est même prévu de mettre en place le revenu de solidarité qui permettra aux Sénégalais qui sont pour une période en chômage qu'ils puissent bénéficier d'une rémunération payée par l'État et qui leur permettra de pouvoir rebondir et chercher un autre travail. Magnifique. Et les jeunes, vous comptez beaucoup sur les jeunes, vous l'avez déjà dit. Ah oui, tout à fait. Alors comment comptez-vous justement garder la confiance des jeunes lorsque nous sommes dans un pays, comme vous l'avez dit, avec un pourcentage énorme de jeunes plus de la qui moitié. ont des problèmes devant plus de la moitié. Plus de la moitié de la population aujourd'hui. On disait jeunesse, espoir du monde, jeunesse, avenir de la nation. La jeunesse, c'est la nation aujourd'hui. Tout à fait. Alors comment comptez-vous capter leur confiance et justement les avoir avec vous et les encourager? Parce que si votre programme se réalise, les lendemains qui vont accompagner votre arrivée au pouvoir seront des lendemains enchanteurs pour la jeunesse. Tout à fait. Comment comptez-vous les garder? Alors, les garder d'abord, ça va passer par le renforcement de la formation. Le renforcement de la formation et adapter cette formation par rapport à la situation socio-économique du pays. Aujourd'hui, je pense qu'on doit faire une révision générale du curriculum de formation des jeunes, qui fait que nous retrouvons à chaque coin de rue un maîtrisard avec 2 masters, voire même 3, qui est vendeur de café Touba, ou bien qui est conducteur de Jakarta. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas trouvé l'emploi qu'ici par rapport à sa formation. Je trouve anormal qu'un jeune puisse aller jusqu'à la licence ou même au BTS sans avoir jamais mis les pieds dans une entreprise. Et ça fait partie des choses qui me frustrent, qui me révoltent et sur lesquelles la réforme que j'envisage de mettre en place dès 2024, c'est que dès la 4e, avant même de passer le BFM, que les élèves puissent déjà commencer à s'approprier les premiers moments en entreprise pour essayer de les côtoyer, de voir, faire leurs premières armes dès cette classe. Ça veut dire qu'en ce moment-là, j'aurais reconstruit un tissu industriel qui me permet de pouvoir supporter cette demande importante. Dans mon programme, je suis le seul à dire
je mettrai en place des conditions d'accès au marché sénégalais. Parce que l'employabilité des jeunes ne me pose pas un souci, parce que nous avons les outils qu'il faut pour pouvoir les développer. Voilà. Je vais à la fin de cette émission, M. Mohamed Ben Diop. Donnez-moi 5 qualités, 5 caractères, vraiment 5 valeurs que vous sentez en vous et alors, qui vous prédisposent justement à diriger notre pays. Vous savez, Comment êtes-vous? Ben, je suis comme vous me voyez, smart face, je suis... voilà. Donnez-moi 5 valeurs. 5 valeurs, ben, écoutez, je prendrai les valeurs que nous véhiculons dans Passe-Passe, de Djom, de Ngor et de Gorée. Et ce sont ces valeurs-là que nous voulons préserver et sur lesquelles nous appelons les Sénégalais à revenir, parce que c'est ça qui fera notre identité de demain. Merci. Merci beaucoup. Merci Mohamed Ben Diop. Gueye. Merci d'être venu et d'avoir été patient justement Merci pour ce live qui est dans le monde entier. Merci à vous qui avez attendu aussi pour nous regarder sur B-News International, sur le satellite, sur ASTV, sur Facebook et sur YouTube. Merci et nous espérons vous revoir, n'est-ce pas, au fur et à mesure que les choses vont avancer vers la présidentielle. Tout à fait, ce sera avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci, M. Gueye. Chers amis, merci et à très bientôt. C'était Face à la Nation avec Mohamed Ben Diop, candidat à la présidentielle de 2024. Au revoir. Voilà. Merci. Merci beaucoup, merci. M. Gueye.